Alors, je vois Caroline qui est en train de venir. Allez. Bon, Caroline Laverdière, je pense que vous la connaissez tous. C'est une de nos médecins hématologues à Sainte-Justine depuis 2004. Elle a fait sa formation ici à Sainte-Justine. Elle a fait aussi une formation en suivi à long terme. Elle est actuellement aussi la directrice de notre programme d'hémato-onco. Elle est très impliquée pour les études de suivi à long terme. Et puis, depuis peu, elle est impliquée dans le programme de rétinoblastome. Donc, s'il y a une maladie qui est par essence une prédisposition au cancer, c'est le rétinoblastome. Et on va vous accueillir. Elle est accompagnée de Rosanne Superstein, notre ophtalmologue, qui est également en charge du programme de rétinoblastome. Dr Superstein a fait ses études à l'Université de McGill. Elle est ophtalmologue pédiatrique spécialisée en rétinoblastome. Elle le dirige avec le Dr Patrick Hamel depuis plus de 17 ans. Elle exerce chez nous à Sainte-Justine et également à Notre-Dame, ainsi qu'à l'hôpital juif. Elle est également chargée d'enseignement clinique, un point commun avec Caroline. Et du côté de la recherche, elle est assez active, entre autres au niveau des travaux de Pediatric Eye Disease Investigator Group, avec Pierre Hardy au centre de recherche. Donc, ils vont nous parler du traitement des rétinoblastomes et de l'expérience à Sainte-Justine. Bonjour, merci pour être venu. C'est un grand honneur et un plaisir que nous sommes ici pour présenter sur ça pour vous. Le programme de rétinoblastome existe depuis 17 ans et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Laverdière et Pierre Terra parce que Dr Carré, qui était une des fondatrices de le programme avec moi et Patrick Hamel il y a 17 ans, nous a quittés. Alors, c'est ça. Alors, c'est un programme qui a été créé en 2001 et en effet, c'est un mandat pour vraiment prendre soin de tous les cas de rétinoblastome, pour les mettre dans un seul centre parce qu'on veut vraiment pouvoir offrir le meilleur traitement à ce petit nombre de patients. Et comme on va vous montrer combien par année, il faut vraiment concentrer l'expertise pour qu'on puisse lui offrir les meilleures options thérapeutiques. Donc, au niveau de l'épidémiologie, en fait, les rétinoblastomes représentent 3% des cancers chez l'enfant de moins de 18 ans. On parle d'une incidence de 1 sur 18 000 enfants, dans environ 9 000 cas au niveau mondial par année, 35 cas au Canada. 95% des enfants vont avoir un diagnostic avant l'âge de 5 ans, donc ça touche vraiment les jeunes enfants. L'âge médian au diagnostic est de 2 ans. 35% des cas vont être bilatérales et 65% vont être unilatérales. Donc ça représente en fait les statistiques du programme pour les 5 dernières années. Donc vous voyez au total 37 patients pour le Québec parce qu'on est vraiment le centre de référence. Donc entre 5 à 8 patients par année. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est des patients qui ont tellement besoin d'un suivi spécifique que c'est beaucoup d'heures par patient. Et donc on a nos statistiques 19 unilatérales et 18 bilatérales. Les notions importantes, en fait, à retenir pour le rétino, 6 à 10% seulement vont se présenter avec une histoire familiale. Donc à l'inverse, 90% n'auront pas d'histoire familiale. Dans les cas bilatérales, on sait que c'est une mutation germinale qui est présente dans 100% des cas. Elle est trouvée avec des tests génétiques dans 97% des cas. Dans la forme unilatérale, la mutation germinale est présente dans 15% des cas. Donc, le gène RB1, c'est un gène de suppression tumorale qui est situé sur le chromosome 13Q, 27 exons. Et ça prend l'inactivation du gène RB1 sur les 2 allèles pour mener au processus tumoral. C'est ce que Dr. Knudsen, en 1971, a décrit comme la two-hit hypothesis, que peut-être plusieurs d'entre vous ont appris à l'école, à l'université, entre autres. Donc, c'est un cartoon qui est cute parce que pour expliquer, je pense, aux enfants puis aux familles, c'est plus facile. Donc, les 2 soldats représentent les 2 allèles RB1.
donc protège l'œil. Si un soldat tombe au front, bien, l'autre soldat est capable d'empêcher la main noire, c'est le cancer. Et si les deux tombent au front, bien, à ce moment-là, le cancer va se développer. Si on y va de façon un peu plus scientifique, quand même, pour relever le niveau, donc en haut, on voit que dans les cas héréditaires, donc un first hit, qui est une mutation germinale, donc dans toutes les cellules, et un deuxième hit, qui est une mutation somatique qui survient dans les cellules rétiniennes en développement. Donc ça va mener à des rétinoblastomes bilatéraux, des tumeurs qui peuvent être multiples dans chaque œil et qui surviennent à un âge aussi plus jeune. Donc l'âge médian dans les formes bilatérales est plus de 12 mois. En bas, dans les formes, ce qu'on dit non héréditaires, il y a une mutation somatique qui va se développer sur une allèle. Le deuxième hit va être une deuxième mutation somatique. Il peut en avoir plusieurs, en fait. Et par la suite, développement d'une tumeur qui est unilatérale, qui est unique et qui se développe à un âge plus tardif. Là, on parlait de 2 ans. Donc, les techniques moléculaires récentes, en fait, ont permis la découverte d'une autre étape, d'une troisième étape. Je ne sais pas si on peut l'appeler le third hit, mais ça ressemble un peu à ça. Et c'est Dr. Gali, qui est une pionnière, en fait, en rétinoblastome, et qui est au CKIDS. Donc, on a une pionnière internationale au Canada, qui a décrit, en fait, les découvertes récentes dans un très bon papier dans Nature Reviews en 2015. Donc, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a le premier hit, M1, le deuxième hit, M2, mais ça mène la formation, en fait, d'un rétinome au niveau de la rétine. Le rétinome, c'est une prolifération de cellules bénignes, mais pour que ça se transforme en rétinoblastome, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'on a besoin, il y a des modifications génétiques additionnelles ou épigénétiques qui font que les cellules vont progresser vers le rétinoblastome. En fait, donc, il y a des gains d'ADN dans certains gènes comme MDM4, qui est un régulateur de P53. Entre autres, on retrouve des mutations de B-Core, qui est un co-répresseur de BCL6, puis des activations d'oncogènes, le SIX et le spleen tyrosine kinase. Donc ça, c'est une avancée récente dans la physiopathologie du rétino. Autre fait intéressant aussi, c'est qu'on a, dans 2% des cas en fait, de rétinoblastome, on va avoir, le RB1 va être normal, mais on va avoir un gène qu'on connaît, nous, en onco, qui est le NMYC, qui est impliqué dans le neuroblastome, qui peut être muté puis être amplifié, en fait, et donner une forme de rétinoblastome qui, vous le voyez, la morphologie va être différente et l'âge, dans le fond, dans les formes unilatérales, va être plus précoce, donc autour de 12 mois. Le gène RB1, en fait, il y a plus de 200 anomalies qui sont décrites. On retrouve des mutations de différents types et des délétions du gène RB1. On peut voir aussi une hyperméthylation du promoteur de RB1 qui est noté. Tous les tests qu'on fait sont envoyés à Impact Genetics, qui est en fait maintenant devenue une compagnie reliée avec l'équipe du CKIDS avec Dr. Brenda Gali. Et en général, on a les résultats dans les 4 à 6 semaines. Hein, environ. Donc, la génétique, on aurait pu avoir une présentation juste sur ça. Le mot, pour résumer, je dirais que c'est complexe, que le conseil génétique est requis. Docteur Laberge, qui est généticienne, n'est pas là cet après-midi, mais c'est elle qui fait beaucoup le travail avec Daniela, qu'on va entendre un peu plus tard. La pénétrance est incomplète. Donc, on a à peu près 85 à 90% de pénétrance. Dans 90% des nouveaux cas, des nouveaux diagnostics, comme je disais, la mutation va être de nouveau. Et un autre point important, c'est que 10% des personnes avec la mutation germinale de RB1 ne développeront pas de rétinoblastome, donc ils vont être des porteurs indemnes. Mais leurs enfants peuvent être à risque. Donc ça, on va voir un pedigree plus tard qui explique ça. On peut également trouver une mosaïque. Donc, les mosaïques, en fait, c'est que la mutation RB1 germinale va être présente dans une fraction seulement des cellules. Donc, c'est dans 5 à 10% des cas que ça se produit. Avec les tests actuels moléculaires qui sont de plus en plus performants, on estime que moins de 1% de risque de mosaïque non détectable. Donc, nos tests sont quand même très bons.
Donc ici, je vous parlais de mutations à faible pénétrance. On a un cas, en fait, c'est comme ça que la famille est étudiée, là. Le propositus est ici, donc un cas de rétino unilatéral qui a été nucléé. Une petite fille, on a trouvé la mutation RB1. En cherchant chez sa mère, en fait, sa mère l'avait, mais n'avait pas développé de rétino. On voit que ses deux frères, en fait, deux de ses frères étaient porteurs aussi. La grand-mère, curieusement, puis ça, c'est une histoire de Dr. Gali, là, mais publiée, la grand-mère avait eu une énucléation il y a très longtemps. Ça ne se souvenait pas pourquoi. C'est des choses qui arrivaient dans les années probablement 40. Heureusement, le test de la mutation RB1 a pu être fait avant son diagnostic de sarcome. Donc, ça a changé. Les gens ont plus été agressifs pour l'évaluation de son sarcome, ce qui lui a permis de survivre. Et on voit ici un cousin, en fait, qui a développé un rétino bilatéral. Donc, comme je vous disais, la génétique est complexe, donc il faut vraiment une référence à des experts pour faire le point sur les personnes à risque de développer un rétino. Le dépistage anténatal, c'est possible, il ne faut pas l'oublier, biopsie choriale, amniosynthèse. Puis, un élément important aussi qu'on a déjà fait dans le passé, c'est qu'on peut faire des échographies obstétricales de l'œil pour détecter des tumeurs de taille moyenne. Donc, ce qui est recommandé, c'est de commencer ce test-là vers 32 semaines de grossesse. Puis, même si l'échographie normale, c'est recommandé en fait de procéder à un accouchement précoce pour attraper des petites tumeurs au moment où elles peuvent être traitées par laser ou par cryothérapie, ce qui peut éviter, en fait, une énucléation. Je vais laisser Rosanne continuer. OK. Alors, la présentation clinique les plus fréquentes, c'est souvent leucocorie. Malheureusement, c'est souvent les parents qui notent le leucocorie avant les médecins de famille, les pédiatres. Et c'est vraiment triste que à cet âge-là, avec toutes les connaissances qu'on a, que le premier ligne n'est pas aussi bien qu'il devrait pour pouvoir dépister pour ça. On a aussi le strabisme, c'est quand un œil qui est croche, et très rarement, c'est un œil douloureux gonflé comme une cellulite. Et c'est rare que ça se présente avec une diminution de vue. Alors ça, c'est un exemple d'une tumeur rétinoblastome. On voit ici une lésion qui est, normalement, c'est un peu jaunâtre dans la photo, qui n'est pas très bonne qualité, mais c'est plus une lésion très blanche, avec souvent beaucoup de calcium. Cette lésion se présente vraiment dans le centre de la vision parce qu'on a le nerf optique ici. On peut le voir aussi sur l'IRM. Et ici, il faut toujours surveiller le nerf optique. Et ici, il y avait une suspicion que ça rentrait dans le nerf optique parce qu'on fait toujours un bilan de métastase au début du diagnostic pour déterminer c'est quoi le meilleur traitement. Alors, quand on parle de traitement, c'est toujours une balance parce que la première chose, évidemment, c'est de sauver la vie, mais nous, on veut toujours sauver l'œil aussi, surtout comme ophtalmologiste, hein? Mais il faut toujours balancer ça. Et dans cette discussion, il faut penser, est-ce que si on va sauver l'œil, est-ce qu'on va sauver la vision aussi? Parce qu'évidemment, on veut faire les deux. Mais dépendant où est la tumeur, peut-être ou peut-être pas, on ne va pas pouvoir, dépendant si c'est localisé dans le centre de la vision, on ne va pas pouvoir sauver la vision centrale, peut-être juste la vision périphérique. Si c'est un cas bilatéral, évidemment, la vision périphérique est très important. Souvent, quand c'est bilatéral, on ne sait pas au début lequel est le meilleur œil, malgré les stades. On ne sait pas comment ça va réagir. Parce que quand on a des maladies qui sont génétiques, chaque tumeur est comme une autre mutation. Et des fois, une tumeur, et une patiente peut avoir 8 ou 10 tumeurs dans son œil, dans chaque œil, et on ne sait pas comment chaque tumeur va réagir à nos traitements. Alors, ça devient très, très compliqué, chaque œil de chaque patient et comment il réagit. Alors, il faut toujours balancer les risques de néoplasie avec tous nos traitements qu'on fait, avec le succès pour garder, sauver l'œil, la vision et la vie. Et une chose qu'il faut penser, c'est que comment on traite le rétinoblastome, ça change, ça varie beaucoup
où on vient, où on va. Et je peux vous dire, dans certains centres aux États-Unis, en Europe, je vais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, n'importe qu'est-ce que c'est, comment la présentation. Et le but, souvent, c'est très agressif, c'est de sauver l'œil à tous les coups. Et il faut vraiment penser à ça parce que le traitement, c'est très lourd. Pas pour nous, oui, mais on parle pour les parents. Parce que si on va embarquer à sauver l'œil, on va vous expliquer un peu, mais je vous dis juste pratico-pratique. Le patient, il doit venir tous les mois pour un examen sous anesthésie. Il est endormi, il a des traitements de laser local. Et c'est comme pour 2 ans ils font ça presque tous les mois. Et c'est beaucoup de stress pour les parents. On ne sait pas, est-ce que c'est actif, ce n'est pas actif, est-ce qu'on recommence la chimio, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va finir par sauver l'œil et la vue à la fin de tout ça. Et en plus, on a fait subir l'enfant tous ces effets secondaires des chimios, l'audition et toutes les autres choses. Alors, il faut Et après, une fois qu'on réussit à tout traiter, tout ça, là, il faut suivre cette patient avec une tumeur résiduelle pour toute sa vie. Alors, à 20 ans, quand il a oublié de tout ça et ses parents sont plus impliqués dans son jour à jour, il doit être vu pour des suivis parce qu'on a vu des récidives à 20 ans, à 25 ans. Alors, quand on fait une énucléation et on enlève l'œil et c'est unilatéral, on enlève le problème complètement. Alors, il faut vraiment penser à tout ça quand on prend une décision. Juste pour vous dire que c'est compliqué. Alors, là, au niveau des modalités de thérapeutique, on a l'énucléation. Évidemment, c'est pour enlever les traitements locaux. Alors, ça, on peut les faire quand les tumeurs sont petites. Alors, c'est normalement quand ils ont une hauteur moins de 3 mm. On peut le faire avec du laser. Ça, c'est avec une grande chaleur. On brûle la tumeur. La cryothérapie, c'est avec le froid. On le congèle. Et la brachythérapie, c'est une plaque radioactive. La chimiothérapie, on va en parler. Et la radiothérapie. Alors, si on parle de l'énucléation, les indications, on a des indications très spécifiques quand c'est des stades E. Quand la tumeur est très, très grande, il y a des grands risques que ça a déjà sorti de l'œil. Il y a des cas où c'est très évident, il faut l'enlever l'œil. Mais il y a des cas où c'est moins évident et même quand on a des stades beaucoup moins graves et c'est unilatéral, on peut prendre une décision, comme je vous ai expliqué, pour enlever l'œil parce que ça finit le traitement finit là. Un bénéfice de faire des énucléations, c'est qu'on peut toujours avoir la bonne pathologie pour voir c'est quoi les risques de métastases et des high-risk criteria pour savoir s'il faut faire une chimiothérapie adjuvante. Alors, ça, c'est une autre raison que ça peut nous aider à sauver la vie du patient. Dr. Brenda Galli a écrit un grand papier au sujet de les gens qui font beaucoup de chimiothérapie et des choses avant et après, ils ont des métastases parce qu'ils ont fait toutes sortes de choses locales et ils n'ont pas traité le patient, ils ont manqué des métastases. OK. Au niveau du laser, on a différents types de laser et en effet, on porte une casque et on dirige le laser sur la tumeur. Alors, on le fait. Chaque tumeur a des traitements de laser de certaines durées, de certaines énergies et c'est un peu comme ça qu'on le fait. 5 minutes, OK. Traitement local, c'est la cryothérapie, c'est avec la congélation. Et on peut faire des traitements locaux. Alors, on peut faire la chimiothérapie. On peut donner la chimiothérapie de beaucoup de façons. Alors, dans les veines, et Caroline va parler de ça, on peut le donner sous ténon, autour de l'œil. On peut l'injecter directement dans l'œil. Alors, ça, on a des hésitations avec ça parce qu'une fois qu'on ouvre la barrière de l'œil, on a des risques de métastase, mais ça se fait quand même dans certaines circonstances. Et il y a beaucoup d'expérience. Dr. Francis Munier en Suisse a beaucoup d'expérience avec ça. Et on a aussi des chimios très localisés intra-artériels, qu'on va en parler.
La brachythérapie, c'est que le rétinoblastome est une tumeur très, très sensible à la radiothérapie. Mais la radiothérapie, certainement dans les cas génétiques, est vraiment mauvais pour ces patients-là. Alors, si on peut le donner d'une façon localisée avec une plaque, c'est très efficace et on fait ça dans certaines situations. La chimio interartérielle, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. On a Josée Dubois, qui est vraiment experte avec nous ici à Sainte-Justine et qui le fait pour nous. Et en effet, on cannule l'artère ophtalmique et on met la chimio directement dans l'artère ophtalmique. Alors, ça, c'est un exemple. Ça, c'était une tumeur qui était vraiment sur le nerf optique. On ne peut pas voir le nerf optique. Et après, on ne savait plus quoi faire et c'était un cas bilatéral. Et après le traitement, ça a vraiment diminué et jusqu'à ce jour, la patiente va bien. Ça a vraiment sauvé ses yeux. Ça, c'est notre expérience interartérielle à Sainte-Justine, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ça. Et je passe... Rapidement, la chimio systémique, c'est dans les cas bilatéraux ou les cas unilatéraux quand on veut essayer de sauver l'œil. Le classique, c'est carbo-étoposide vincristine. Juste 10 secondes sur le futur, c'est une gracieuseté de Dr Hardy qui fait de la recherche. Il est en train de travailler sur un modèle animal de lapin de rétinoblastome et de développer des liposomes qui contiennent des micro-RNA et du melphalan, en fait, et on peut injecter ça dans l'œil. Les liposomes vont se coller aux cellules de rétinoblastome et les micro-RNA peuvent up-réguler ou down-réguler certains gènes. Et aussi, le melphalan peut, en fait, être délivré localement, donc très intéressant. Effet à long terme, je ne peux pas faut en parler. Donc, deuxième cancer, j'ai une autre diapo, mais juste vous montrer en fait l'impact de la radiothérapie à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de l'éviter avec l'hypoplasie faciale, la déformation. On peut avoir aussi l'autotoxicité, l'infertilité, les troubles psychologiques, psychosociaux, jamais à négliger. Incidence cumulative de deuxième cancer, la plus grande cohorte, c'est celle de New York, 1600 patients. Rapidement, 36 % des patients qui ont une mutation germinale vont développer un deuxième cancer 50 ans après le diagnostic, versus 5 % pour ceux qui n'ont pas la mutation germinale. Et on voit clairement que les patients exposés à la radiothérapie ont un risque beaucoup plus élevé que ceux qui ne l'ont pas reçu. On voit surtout dans le champ de radiothérapie des sarcomes, des tumeurs du CNS, mélanomes, ORL, mais aussi une incidence plus élevée de cancer du poumon et vessie. Donc, pour terminer, on veut remercier toute l'équipe interdisciplinaire. Vous voyez que ça implique énormément de spécialistes. Donc, merci à tous. Et surtout, merci aux patients, aux familles et aux fondations qui supportent le rétino.